Oui, je vous entends bien. Bonjour, William. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. On Ouais, passe c'est des un... élections américaines aux élections canadiennes, nous. ouais, bah, j'imagine. De toute façon, on fera une émission sur les élections canadiennes aussi parce que c'est un sujet qui intéresse. Un, c'est un sujet qui est intéressant en général, et deux, c'est un sujet qui intéresse notre communauté. Tu sais qu'on a une grande audience au niveau du Québec et au-delà de ça, au niveau de plusieurs provinces du Canada. Et en plus, c'est une élection intéressante dans le contexte américain avec Trump, l'influence du mouvement MAGA du côté du Canada. Donc, si c'est d'accord avec toi, on se fera une émission sur le sujet prochainement, où là, pour le coup, je t'avoue, je serai plus l'élève qui va écouter le maître qu'autre chose, parce que j'ai pas les mêmes connaissances en politique canadienne que ce que je peux avoir en politique américaine, mais je pense que ça pourrait être formidable. Hein, t'es partant? Oui, il faudrait faire, bien sûr, il faudrait faire la rencontre avant que le Canada devienne le 51e État des États-Unis, comme Ouais, l'a proposé Donald Trump, en ouais. blague, bien sûr. 51 et 52, parce que il a même proposé tout à l'heure, on verra après ton intervention, on verra il y a eu plusieurs informations qui ont fuité, on verra la vidéo la plus précise quand on lui a précisé que le problème si on prenait le Canada comme 51e État, ça ferait qu'il y aurait trop de grands électeurs démocrates. Et il a expliqué ce qu'on va faire, du coup, on va le diviser en deux. On aura une partie, tu vois, du gerrymandering. Tu sais ce que c'est, le gerrymandering au Canada, en disant voilà, on sera certain de faire un découpage où il y ait du Canada conservateur, et puis le reste. Non, ça a été une histoire folle, et d'ailleurs, il continue à s'en amuser. Bah, tiens, avant de se lancer sur ça, je ne sais pas si tu as envie de commenter dessus. Il n'y a aucune obligation, mais t'en penses quoi? Tu en as pensé quoi de cette idée de Trudeau d'aller à Mar-a-Lago tout de suite après la menace de Trump? On a vu que dans le même poste, il a menacé le Mexique de 25% de tarifs douaniers, ces fameux tariffs, le Canada de 25%. On a vu la réaction de la présidente mexicaine qui a pas bien pris la chose. Et puis on a vu la réaction de Justin Trudeau, qui lui est allé à Montréal, est allé à Mar-a-Lago en Floride. Je ne dis pas qu'il est allé kiss the ring, mais il y avait un petit peu ce sentiment-là. C'est quoi ton impression? Est-ce que politiquement, tu penses que c'était une bonne chose? Ben, on s'aperçoit que c'est la manière de Trump, hein. C'est-à-dire qu'il est imprévisible, il se lève le matin, il envoie un tweet comme ça qui a des effets considérables sur le marché canadien. 25% de tarification aura un impact sur l'ensemble ou la majorité des entreprises canadiennes qui exportent aux États-Unis. Fait que c'est quand même catastrophique, cette proposition-là de Donald Trump pour l'économie canadienne. Le fait que Justin Trudeau a été le premier leader étranger à rencontrer Donald Trump et que la rencontre a été relativement sympathique, parce qu'on sait qu'entre les deux, ils ne s'entendent pas très, très bien, là. Monsieur Trudeau a traité son adversaire Pierre Poilievre au Canada de mini-Trump pendant Ouais. de nombreux mois. Et il s'attendait sûrement pas à l'élection de Monsieur Trump. Maintenant, donc, il est allé s'agenouiller à Mar-a-Lago. Mais il a bien fait les choses, hein. Le président est souriant. Vous savez, le Donald Trump, c'est pas le Donald Trump qui était angry, qui était en colère durant toute sa campagne. Genre, depuis qu'il est élu, il a changé, hein. Puis des photos de voir M. Trump souriant, c'est assez exceptionnel à côté de M. Trudeau. Mais ça a un impact considérable, non pas juste sur les tarifs, mais aussi sur l'élection canadienne. Parce que maintenant, Donald Trump ne peut plus traiter Pierre Poilievre de mini-Trump. Et forcément, il va avoir à gérer cette colère-là de la droite canadienne qui est aussi importante. Donc moi, je pense que tout le monde y gagne à cette rencontre-là. Ouais, et puis je sais pas si tu as vu ce qui a été étonnant. Bon, certes, c'est X, et on sait, toi et moi. D'ailleurs, je vous signale, les amis, que Jean-Marc est également sur Blue Sky. J'ai mis son adresse Blue Sky dans mon dernier message. Je le mettrai en avant demain. Vous savez, le vendredi, je fais un Follow Friday. Donc, n'hésitez pas à suivre Jean-Marc sur Blue Sky. Et donc, sur X, moi, j'ai été quand même étonné de voir
tous ces comptes des représentants de l'extrême droite canadienne, Parti pirate et compagnie, qui étaient là, oui, 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 on veut devenir le 51e État des États-Unis. J'ai dit, mais comment on peut avoir dans la même bio sur X en disant on est un patriote canadien et en même temps de dire oui, s'il vous plaît, prenez-nous comme État. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Je trouvais que c'était assez paradoxal. Oui, sur ça, vous savez que sur les tarifs à 25%, moi, j'ai posé la question aux Trumpistes canadiens. Alors, êtes-vous toujours pro-Trump? Vous allez payer 25% de plus. Silence total, William. J'ai pas eu aucune réponse. J'ai pas eu aucune réponse. C'est ça les conséquences d'une victoire de Donald Trump. Il y a une imprévisibilité. C'est certain que ça ne veut pas dire qu'il va l'appliquer, mais c'est la manière de travailler de Donald Trump. C'est un négociateur, l'art du deal. Donc pour lui, il lance des énormités en espérant que ça lui donne un avantage dans la négociation. Mais entre-temps, les économies vacillent. Entre-temps, les compagnies canadiennes... Le dollar canadien s'est effondré, c'est ça, hein? Exactement. C'est fou. C'est fou la réaction de l'individu. L'irresponsabilité d'une prise de position comme celui-là. On va voir avec le Mexique, c'est autre chose parce que les Américains ont encore plus besoin du Mexique que le Mexique a besoin des Américains. Hein. Ouais. C'est un marché exceptionnel pour les entreprises américaines. Fait que, vous voyez, on verra. Il n'est pas encore président, mais ça commence quand même avec ce type de tweet-là. Habituez-vous. Il va falloir s'habituer à 4 ans de tweets comme ça qui vont nous amener dans différentes directions. Hein. Oui, et puis tu fais bien de rappeler The Art of a Deal parce que c'était quelque chose que je n'ai jamais cessé de répéter pendant la présidence Trump, qu'il expliquait que quand on va lire donc son premier livre, même si c'est pas lui qui l'a signé, mais c'est qu'il a écrit, mais il a signé et ça représente le mieux sa philosophie. Et je crois que du monde des affaires, c'est ce qu'il a apporté à Washington pour le meilleur et pour le pire. Et donc, il explique clairement que la meilleure manière de négocier, c'est de prendre une position qu'on sait complètement inacceptable. Et du coup, après, quand il y a un accord, on va céder. Et on est tellement loin que finalement on cède très très peu et donc on se ressort gagnant parce que le compromis c'est une victoire. Alors que si d'entrée on avait donné une proposition qui était plus ou moins acceptable, on aurait été obligé de la baisser dans le cas d'un compromis et donc on aurait perdu. Et donc c'est ce qu'il proposait dans son livre en disant voilà, que lorsque vous êtes dans une table de négociation, vous refusez de payer, par exemple. Et donc, à partir de là, ça vous permet de renégocier vos factures, de renégocier la dette, parce que vous êtes allé tellement loin. Et là, on a ce sentiment-là lorsque on entend ces 25%. Oui, exact. D'ailleurs, le 25%, c'est ça, parce qu'au départ, il a dit dans sa campagne qu'il imposerait des tarifs de 10% à tout le monde. Là, il lance un 25%, c'est exactement ça. Vous voyez, essayer de faire pression sur les marchés pour pouvoir y gagner. Il a même dit dans une entrevue que son livre Art of the Deal est probablement le meilleur au monde, ou au moins au même niveau que la Bible. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est du Donald Trump pur à cet égard. En tout cas, au niveau personnel, Thomas, si tu peux le montrer, moi, cette histoire avec le Canada, j'en ai fait un tweet et un post sur Blue Sky un petit peu humoristique avec une photo de Melania Trump et Justin Trudeau avec cette photo-là. Et à titre personnel, hein, c'est mon heure de gloire, ça m'a rapporté alors je sais pas comment on dit sur Blue Sky pour un retweet, mais un retweet commenté de George Conway, du créateur du Lincoln Project, qui apparemment lit mes messages et donc c'est son vrai compte, c'est vraiment lui, il a fait en français, hein, il faut apprécier la chose, il a retweeté mon message avec un petit commentaire. C'est pas beau ça, Jean-Marc? Mais il faut dire que John Conway, c'était un analyste important, un avocat américain, le mari de Mme Conway, qui était l'artisane de la victoire de M. Trump. Donc, il doit y avoir des discussions assez corsées dans le couple, mais c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Si vous allez sur X, là, suivez George Conway. En passant, on appelle ça un squeet, parce que c'est un tweet sur Twitter et c'est un squeet sur Blue Sky. Voilà, j'aurais appris quelque chose. Donc, double honneur, le squeet de George Conway. Et puis, un jour, j'ouvre un message de mon ami Jean-Marc Léger qui nous dit
Et qu'est-ce que tu penserais de l'idée de faire un sondage exclusif pour boucler la boucle avant de regarder le sondage? Voilà, donc quand même, comme on dit en français, ça a de la gueule. Le léger, la chute, voilà, merci beaucoup au nom de la rédaction de Maintenant Média, mais aussi au nom de toute la communauté. Avant de se plonger dans ces chiffres, je voudrais qu'on commence par le commencement et de revenir sur l'élection américaine et justement de votre bilan chiffré. Le voilà. Donc, votre dernier résultat comparé aux résultats, est-ce que tu as un petit peu comparé par rapport à la concurrence? Est-ce que tu es satisfait de votre travail? Qu'est-ce que tu souhaiterais, avec le recul, améliorer? Voilà, je te laisse la parole. Ouais, d'abord, ça fait un mois. L'élection a eu lieu le 5 novembre, on est le 5 décembre, ça fait un mois que l'élection est là. Et toutes les analyses se sont faites jusqu'à maintenant. Il y en aura d'autres pendant des années, bien sûr, là, pour voir exactement ce qui s'est passé. Et le sondage, ça, c'est le sondage national qu'on a publié dans le National Post, où on était à égalité, on était à un point près. Le résultat final, en réalité, c'est 48,8% pour M. Trump. On arrondit à 50 et c'est 48,3 pour Mme Harris. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux, là. C'est un écart assez serré. C'est 1,5% d'écart entre les deux. Mais ce 1,5-là fait toute la différence. Comme sondeur, on a comme une émotion mixte. Parce que dans un premier temps, les chiffres sont corrects. C'est-à-dire que les chiffres sont précis. Et même dans les États clés, les chiffres sont précis. Dans un deuxième temps, on a ciblé les 7 États clés qui faisaient la différence, dont les 3 États du Nord qui feraient la différence. Mais il y a une insatisfaction, on n'a pas compté l'histoire complète. C'est-à-dire que celle que Donald Trump a dominé les 7 États. Parce que comme sondeur, on a une marge d'erreur de 3%. Bravo, statistiquement, on est bon à l'intérieur de la marge d'erreur. Mais la marge d'erreur, si elle avait été bonne, elle aurait été dans les deux sens. Certains États plus 2, d'autres États moins 2, et ainsi de suite. Ça aurait été une vraie marge. Quand tous les États en moyenne bougent de 2,5, c'est que Trump a vraiment été sous-évalué dans les États clés. Fait que donc, il y a comme, oui, statistiquement, on est bon, mais dans la vraie vie, la victoire de Donald Trump avec une ampleur sans précédent a jamais été évaluée par les sondeurs. Fait qu'il reste quand même que l'histoire que j'ai comptée, des autres côtés, est incomplète. Elle est bonne. Elle est aux 2 tiers vraie, mais il manque le dernier tiers. Qui était là. D'ailleurs, dans les analyses qu'on faisait à l'interne, on disait, c'est tellement plus facile de dire Trump va gagner. Parce que s'il perd, tout le monde est content, mais s'il gagne, t'étais du bon côté. Parce qu'on était vraiment sur la ligne, hein. C'est une élection extrêmement serrée. Il gagne la Chambre des représentants par 5 sièges. 220 contre 215, c'est la plus faible victoire depuis 90 ans. Et pire que ça, sur les 220, il y en a 3 qui s'en vont. Matt Gaetz se représentera pas. 2 vont être nommés au cabinet de M. Trump. Fait qu'on est rendu à une avance de 217 contre 215. Un seul représentant républicain change de bord et c'est l'égalité. Et malgré tout, Trump a toujours une avance qui est tellement minime, mais elle est totale quand même. Ouais. Fait, comme sondeur, on est satisfait, mais il y a 2 éléments en disant on aurait aimé de raconter l'histoire, regardez, il va gagner par 2,5. C'est tellement, même si on est précis, c'est tellement important, ce dernier petit bout-là. Donc, l'instrument du sondage est bon, mais il n'est pas parfait. Ouais, le deuxième élément, ce qui permet, William, c'est qu'il reste une tristesse dans la d'élection. Il y a une tristesse comme individu, comme citoyen, comme sondeur, qui est le fait, pas que la droite ou la gauche a gagné. Moi, je m'en contrefous. La question, en bout de ligne, c'est pas ça. C'est que la plus grande démocratie au monde a dit qu'un fraudeur, un agresseur sexuel et un menteur peut être élu. Donc, on lave, dans le fond, tout ce qu'il a fait dans le passé, il est élu. Fait que c'est comme, il n'y a pas de conséquences aux gestes ignobles qu'il a posés au fil des années. Au-delà du politicien, là, qu'on peut être plus ou contre, là, on a accepté d'élire quelqu'un qui avait un bagage et un lourd passif aussi important. C'est ça la tristesse qui reste le lendemain d'élection. Non, c'est sûr. Et puis pour moi, c'est exactement le même constat. C'est que j'aurais été anti-Trump si Trump avait été démocrate. J'en ai rien à faire de ces termes d'étiquette. C'est que c'est un président qui a tenté un coup d'État. C'est quelqu'un qui a glorifié le mensonge, qui a été élu
sur du mensonge. Il y a de la corruption derrière, il y a l'abus sexuel, etc. Et de voir une démocratie sombrer comme ça, c'est ça ce qui fait le plus mal. Qu'il soit républicain ou démocrate, encore une fois, moi j'ai dit qu'il y avait un travail pour l'histoire, il devait être jugé et pour éviter que tout ça se reproduise. Ça n'a pas été le cas et je pense qu'on va avoir un réveil très difficile. Là, comme tu dis tout à l'heure, là on voit Trump souriant et en train de danser tous les jours à Mar-a-Lago. On va connaître l'étendue du vrai Trump à partir du 20 janvier. Je pense qu'on va beaucoup moins sourire. Tu parlais il y a 2 secondes des sondages au niveau des États. J'étais justement, avant de te lancer dans le nôtre, pas dans le tien, mais dans le nôtre, avant de se lancer dessus, je t'avais sélectionné le New York Times qui a été, on a considéré que ça a été le meilleur avec Nate Cohn, le meilleur sondeur du côté de l'élection. Mais je voulais qu'on voit justement, Thomas, ceux sur les États, parce que voilà, donc ça c'est les derniers. Et on voit que même eux qui ont été considérés comme le meilleur sondeur, souvent avec les plus gros échantillons, la meilleure méthodologie au niveau des États, ils se sont trompés. Ils en donnaient 2 à Harris, ils en donnaient 3 à égalité, et finalement il y en a eu 7 pour Trump. Comment t'en parlais il y a 2 secondes, mais comment tu expliques en termes de sondeur le fait que personne ait réussi à avoir cette option que Trump puisse gagner dans cet État? Est-ce que ça vient du fait que sa campagne s'adressait à ces fameux low propensity voters, ces électeurs qui d'habitude ne votent pas, qui sont allés voter cette fois-ci? Est-ce que les instituts de sondage étaient impuissants à aller interroger ces gens-là? Quand on regarde les 7 États qu'on a devant nous, là, vous voyez, il y a 4 États où les républicains étaient en avance. Là. Le Nevada, North Carolina, Georgia et Arizona. C'est ce qui s'est passé. L'écart était le plus élevé, effectivement, c'est en Arizona. Il a gagné un peu plus de 5% d'écart. Vous voyez ici, on voit 3% d'écart. Le seul facteur, c'est en Pennsylvanie, Michigan et le Wisconsin, qui était, dans le fond, la clé d'élection. Ici, vous voyez, 1 point d'avance pour Mme Harris, alors qu'en réalité, Trump a gagné par 1 ou 2 points. Je vous donne la majorité. Le Wisconsin, vous voyez un point. Le résultat final, Trump gagne par 29 000 voix au Wisconsin, 80 000 voix au Michigan, 121 000 voix au Pennsylvanie. Ça, c'est 230 000 électeurs qui font la différence entre une victoire de M. Trump et une victoire de Mme Harris. Parce que si Mme Harris avait gagné ces 3 États-là sur les 7, elle n'avait pas besoin de gagner les 7, juste ces 3-là, c'était suffisant. Vous voyez, c'est toute la différence, ces 230 000 électeurs-là qui ont fait la différence dans ces États-là. Ça étant dit, ce que vous venez de mentionner, ce que tu viens de mentionner, c'est fondamental. C'est-à-dire que les gens qui habituellement votent pas à l'élection ont voté à cette élection-ci. Il y a eu 155 millions d'électeurs qui ont voté, et les gens qui normalement votent rarement à l'élection, certains avaient voté en 2016, mais qui n'avaient pas voté en 2020, ont voté pour cette fois-ci. Il y a une statistique que CNN a présentée là, qui est assez impressionnante. Là. Les gens qui suivent les élections ont voté pour Mme Harris plus 4%. Les gens qui ne s'intéressent pas aux élections et qui ne l'ont pas suivi ont voté pour Trump plus 15%. Avec les gens qui sont incultes politiquement, c'est le terme qu'il faut utiliser, oui. Ils ont réussi à les mobiliser et les faire sortir. Et derrière ça, là, il y a un élément pour moi qui est important, c'est que il y a 4 éléments qui vont avoir un impact subséquemment, mais le plus important, c'est quand tu opposes la peur, qui était la campagne de Mme Harris, à la colère, qui était la campagne de M. Trump, la colère gagne toujours. La colère est un sentiment beaucoup plus puissant à cet égard-là. Tout ce qui est anti-système, Trump l'a gagné. Ça, à mon avis, c'est un facteur majeur de l'élection. Mais il y a 3 sous-facteurs. Sur les 3 enjeux sur 4, et ça, on a parlé tout le long de la campagne, William, l'enjeu sur l'économie, l'immigration et l'inflation, 3 des 4 enjeux les plus importants, Trump domine. On a plus confiance à Trump. Le seul, c'est l'enjeu sur la démocratie, mais qui est 4e enjeu. Et l'enjeu sur l'avortement est arrivé au 7e rang des priorités de la campagne. Donc, Trump, avec sa colère, en dominant les 3 enjeux clés, c'est l'élément, à mon avis, qui est fondamental. Mais peut-être le plus important, c'est que, et j'ai réfléchi beaucoup à celle-là, pourquoi Mme Harris ne s'est pas distinguée de M. Biden? Quand on lui a demandé qu'est-ce qu'elle ferait de différent, elle incarnait la continuité de Mme Harris. Quelle connerie en politique!
Elle n'a pas su incarner le changement, la rupture à ça parce que, et la raison fondamentale, William, quand j'ai réfléchi à ça, c'est quand elle est entrée en campagne, elle n'avait pas beaucoup de temps, elle a pris toute la direction de la campagne de Joe Biden. C'est la même équipe de Joe Biden que Mme Harris a pris et qui a organisé sa campagne, plus David Plouffe, qui arrivait de l'équipe Obama. Mais c'est la même équipe. Fait que c'est une équipe pro-Biden autour d'elle, les gens qui réfléchissent, M. Biden. Fait qu'elle ne s'est pas distinguée, parce qu'elle n'avait pas l'équipe qui voulait le faire d'ailleurs autour, mais en même temps, c'était le facteur clé. Si elle avait pu incarner un meilleur changement que Donald Trump, elle serait présidente aujourd'hui. Ça, à mon avis, c'est l'erreur majeure de la campagne. Oui, et c'est clair, tu as dû écouter le podcast sur ce sujet avec l'équipe de campagne de Kamala Harris en disant, exactement, et c'est le problème des démocrates qui n'ont toujours pas compris qu'on était face à un adversaire où il ne faut pas jouer les mêmes règles que d'habitude parce que lui ne joue pas le même jeu que vous et donc de dire oui mais on pouvait pas critiquer un président, ça ne se fait pas. Je pense qu'aucun démocrate aurait été dérouté par Kamala Harris si elle avait marqué sa différence avec Biden. C'était même très simple en fait de le faire et je suis d'accord avec toi que c'est une erreur politique pendant au-delà des difficultés de l'administration Biden. Il faut savoir que pendant 3 ans les républicains ont défini, c'est vraiment un des éléments clés d'une campagne présidentielle, c'est lorsque vous définissez votre adversaire. Et par exemple, ils avaient réussi à prendre le mot qui devait être positif, créé par l'administration Biden, des Bidenomics, des résultats économiques de Biden. Les républicains, via Fox News, via tout cet appareil de propagande, les podcasts, avaient réussi à transformer le terme en terme négatif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Biden mettait un résultat économique en avant et utilisait ce terme, c'était une connotation négative. Et donc, elle est arrivée avec ce bagage dans une période extrêmement serrée. Et c'était impossible que les électeurs se disent non, on va voter pour la même chose. Et je suis d'accord avec toi, c'est une erreur de sa part, évidemment, avec la réserve habituelle que c'est toujours plus facile de faire le armchair quarterback après le match de football et de se retrouver à juger après. Je pense que malgré tout, tu disais tout à l'heure en parlant de la Chambre des représentants, elle a limité les dégâts. Je crois que si Joe Biden avait été candidat, l'écart au niveau du down ballot, donc au niveau du Sénat et de la Chambre des représentants, aurait été encore plus grand. Maintenant, évidemment, c'est un résultat qui était décevant. D'autant plus que je sais qu'on en avait parlé, toi et moi, c'est que au-delà des sondages, les dernières données qu'on avait jusqu'au matin, c'est que ce fameux électorat volatile dont vient de parler les low propensity voters, ils ne se sont pas motivés, ils ne sont pas allés voter au moment de tout ce qui était le early vote, donc le vote par anticipation. Ils sont vraiment venus voter le jour de l'élection et ça a été une sorte de vague quasiment invisible que personne n'a vu monter aussi fort, même si on savait que ça allait être serré. On ne pensait pas que ça basculerait comme ça. Et justement, pour faire la transition, lorsque tu m'as contacté en me disant, voilà, on aimerait bien, que penses-tu de cette idée de faire un sondage ensemble, la chute léger, sur la manière dont les Américains percevaient cette victoire, mais au-delà de ça, je trouve ce qui est bien, c'est qu'on est allé du côté, on a parlé tarifs douaniers, du cabinet Trump, de son programme de mass deportation, et même de la question des affaires judiciaires de Trump. Donc si tu es prêt, je te propose qu'on avance dans le sondage. Est-ce que tu veux dire 2 mots pour le présenter dans les conditions qu'il a été réalisé?
Oui, exact, parce que c'est un sondage, dans le fond, qu'on a voulu réaliser dans le fond, faire le tour de la question, bien comprendre ce qui s'est passé, pour que les gens qui nous écoutent soient en mesure de saisir la dynamique de l'élection américaine, puis de ressortir de là avec des constats qui sont très clairs, qui vont nous aider pour les élections subséquentes. Sondage réalisé du 29 au 1er novembre, 1er décembre, pardon, après l'élection, bien sûr, avec un échantillon de 1000 Américains représentatifs. C'est un sondage qui nous permet d'aller chercher des données générales et également on regarde ce que les républicains pensent et les démocrates pensent. Et vous allez voir à l'intérieur de ça, l'élément le plus significatif dans la campagne, c'est pas l'âge, c'est pas la scolarité, c'est vraiment le genre. Le genre, là, c'est vraiment, on passe d'une lutte de classe à une lutte de genre. On va en parler tout le long, là, quand je vais présenter les résultats. Vous allez voir l'écart entre les femmes et les hommes. C'est quand même assez fondamental. Fait qu'on a des enseignements. Mais un élément qui peut nous surprendre aujourd'hui, et c'est très américain comme pensée, le peuple est heureux de l'élection de Trump. Ouais, on va en parler tout le long. Quelques années, là, nous, là, on est très critiques. On dit quel homme était là. Mais là, après avoir intégré, après un mois de la campagne, globalement, les Américains sont satisfaits de la transition et sont satisfaits que Trump est président des États-Unis. Ça peut nous surprendre, là, mais c'est très américain. Ils ont déjà fait fi du passé, là. Ils sont en train de préparer l'avenir, ils sont en train de s'intégrer. Fait que jusqu'à la prochaine erreur de M. Trump, là, le peuple américain est satisfait des résultats. D'ailleurs, on va passer les résultats. On peut commencer, même si c'est pas la première. Après, on va revenir sur les opinions favorables. Mais bon, vas-y, si on peut commencer sur celui-là, parce que c'est effectivement l'enseignement peut-être le plus important. Donc, cinq sentiments étaient demandés aux électeurs, s'ils étaient donc excités, heureux, indifférents, malheureux ou en colère par rapport à ce résultat. Tu en as pensé quoi de ce résultat? Est-ce que pour toi, c'est une surprise? Vous voyez, c'est pour ça une surprise, c'est-à-dire, oui, dans le sens que 46% des gens sont heureux ou excités. Puis vous avez 37% qui sont malheureux ou outragés. On utilise des termes plus émotifs pour que les gens prennent vraiment une position. Et il y a peu de gens qui sont indifférents. Un 17% qui est indifférent. Fait que nous, quand le sondage regarde ça, on va regarder surtout la partie la plus haute, excitée. Vous avez, dans le fond, une proportion de 26% des électeurs. Un électeur sur 4, là. Vous avez 4 portes aux États-Unis. Il y en a un sur 4. Il est excité, il est heureux, il fête depuis le 5 novembre dernier, là. Versus de l'autre côté, ceux qui crient partout, ils sont moins nombreux. Il y en a 19% qui sont outragés. Dans ça, vous regardez chacun des éléments, mais regardez surtout la différence homme-femme. Ouais. Vers la fin, là, vous avez homme-femme. Chez les hommes, tous ceux qui sont heureux, donc j'additionne excité et happy, j'ai 53% des hommes qui sont heureux, alors qu'à l'inverse, en happy, j'en ai 29. Vous voyez, presque du 2 pour 1. Regardez du côté des femmes, 39% heureuses et 45% malheureux. C'est là où l'écart est le plus important. Fait que dans le fond, l'homme, particulièrement blanc, est celui qui est le plus heureux. Les femmes, eux, sont plus malheureux. Bon, forcément, républicains et démocrates, là, c'est important. Mais notez le 14% de démocrates, là, ils ont voté démocrate et ils sont quand même heureux de la victoire de Donald Trump. C'est quand même unique, là. Et c'est pour ça qu'au départ, là, donc, actuellement, après un mois, il demeure un climat global en disant, finalement, là, avec Trump, il va se débrouiller, puis on est quand même en confiance. Il a obtenu 50% des voix, mais il y a beaucoup plus de gens qui sont heureux. On va le voir au fil des sondages. Ouais, en France, on parle souvent de état de grâce. On a ce sentiment qu'on est dans ça. Aux États-Unis, on a souvent parlé des 100 jours, des 100 premiers jours où ça dure. Ce que l'histoire nous a appris depuis 2016 surtout, c'est que les opinions sont tellement polarisées. On l'a vu, si tu t'en souviens, d'ailleurs avec l'élection de Biden, où lorsqu'il arrive à la Maison-Blanche, on a à peu près ce même sentiment et très rapidement, ça se polarise et ça s'effondre. Et donc, un des points qu'il va falloir suivre, c'est justement, c'est une question qu'il faudra aller reposer le 20 février ou le 20 mars, de savoir combien de temps ce sentiment de ça va aller, on est heureux, va durer. Parce que moi, j'ai le sentiment que l'état de grâce va être très court parce qu'on est dans ce monde polarisé.
Je ne sais pas ce que tu en Oui, puis penses. dans le monde du jetable, les Américains, c'est le monde du jetable. C'est la nouveauté. Maintenant, Trump est là. Ils l'ont accepté. Derrière ces chiffres-là, il y a 59% des Américains qui disent qu'il a bien géré la transition. Imaginez, là, avec les nominations, on va en parler tout à l'heure qu'il a Ouais. fait, la majorité des Américains disent que ils veulent, dans le fond, aujourd'hui, le lendemain des élections, les gens veulent que le président performe. Parce que le président, dans le fond, s'il performe, c'est eux qui vont en bénéficier. Fait qu'il y a comme, vous parlez d'état de grâce en France, au Canada, aux États-Unis, on va parler de honeymoon, la lune de miel Ouais. qui va durer un certain temps. Ça peut être très court, là, dépendant des événements internes et externes, là. Mais la lune de miel est là. Et quand on regarde il y a deux autres statistiques que je vais rajouter là-dessus. 55% des Américains disent qu'il est apte, qu'il est mentalement apte à gouverner. Ce qui n'était pas le cas à la veille de la campagne, là. L'expression en anglais, c'est sharp, mentally sharp. Puis la dernière, c'est que 51% disent qu'il va tenir ses promesses. Là, c'est dangereux. On va en parler parce qu'on va parler des promesses dans quelques minutes. On va en parler quelques minutes. Je voudrais qu'on regarde 2 secondes justement au niveau de cet impact en termes de favorabilité des candidats, à la fois Trump puis après Vance, juste pour... tiens, Thomas, donc voilà, Trump, on se rend compte que finalement c'est très très proche. Hein, c'est 1% statistiquement, c'est une égalité d'opinions favorables et défavorables. Et encore une fois, hein, tu fais bien de le préciser, on a quasiment les mêmes chiffres en opposé entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Et voyez, le 44 est intéressant parce que le lendemain, quand il s'est fait mettre à la porte à coups de pied dans le derrière, là, en 2020, là, il était à 32% de favorabilité. Fait que depuis ce temps-là, il n'a cessé de travailler. Il se retrouve aujourd'hui à 44% de taux. C'est plus faible qu'à sa première élection. Sa première élection, il avait été autour de 46%, un petit peu plus faible. Ce qui est intéressant, c'est que même dans les républicains, il y a des gens qui sont mécontents. Hein. Ils ont voté républicain. Vous voyez, vous avez 87% qui sont favorables chez les républicains. Il y en a 13% qui ne sont pas favorables. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais qui ont quand même voté pour lui, pour toutes sortes de considérations. Là, hein. Fait que, vous voyez, fait que déjà, donc, l'Amérique divisée en deux, mais il y a la chance aux coureurs. C'est ce qu'on va voir au cours des prochains mois. J.D. Vance, lui, a augmenté de beaucoup sa popularité parce que l'écart entre sa favorabilité et défavorabilité a atteint jusqu'à moins 19% durant la campagne. Aujourd'hui, regardez l'écart entre favorable et défavorable, c'est moins 2%. Donc, il est un peu plus impopulaire, mais il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Ouais, moi c'est ça ce qui m'a intéressé dans ce sondage, c'est ce 25% des lecteurs qui disent qu'on ne connaît pas assez de lui après, je crois qu'il était candidat à partir du 15 juillet, donc on a eu quand même 4 mois intensifs et ça ne suffit pas pour les électeurs. Comment tu expliques ça? Ben, c'est certain qu'on connaît le nom, mais pas suffisant pour juger sa performance. Et on va le voir au cours des prochains mois parce que lui, il incarne véritablement le mouvement MAGA, là. Il est beaucoup plus articulé que Donald Trump. Et on va voir jusqu'où. Et moi, je me dis que le principal adversaire dans 4 ans de Donald Trump, ça va être J.D. Vance. Il va vouloir se positionner. Lui, en théorie, c'est le prochain candidat des primaires républicaines à la prochaine élection. Fait qu'il faut le surveiller. Mais le rôle de vice-président est un rôle qui est difficile. C'est un rôle qui est, que ce soit un Mike Pence ou même Kamala Harris, c'est un rôle qui est pas évident pour se distinguer du président. On verra, Ouais. on verra. L'individu a des qualités, mais il est aussi menteur que l'autre, mais il le dit avec un sourire, un vrai sourire. Et regardez la colonne sur les républicains, c'est celle-là qui m'intéresse le plus. 72 ont une opinion favorable, donc le quart des républicains n'ont pas une opinion favorable de J.D. Vance. Et ça, donc, il y a quand même une certaine méfiance à l'intérieur même de son parti. Non, et puis ce qui est intéressant dans les difficultés, le challenge de J.D. Vance, c'est que fais bien de le dire, c'est un petit peu aussi une des raisons de l'échec de Kamala Harris, c'est que c'est très dur d'exister comme un vice-président, même si la campagne de Trump lui a fait porter toutes les responsabilités de la politique du président. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mais ça va être encore plus difficile pour J.D. Vance qu'il y a un coprésident, entre guillemets. C'est qu'on parle plus et on voit plus Elon Musk, qui était d'ailleurs aujourd'hui au Congrès où il venait discuter avec les élus républicains de son plan de Doge, donc de couper les dépenses gouvernementales. On parle plus de Musk que de Vance. On a le sentiment que Vance, en fait, il est presque numéro 3 dans ce schéma-là. Non, tu ne trouves pas?
Ah oui, moi je pense qu'il va être complètement isolé, comme Mike Pence l'a été. Dans le fond, c'est un faire-valoir jusqu'à maintenant. Il va couper des rubans. Par contre, Elon Musk, lui, va se retrouver en première ligne et ce sera pas facile, là. C'est facile de faire des entrevues publiques, puis diriger X, puis dire n'importe quoi sur les médias sociaux. Mais quand il va commencer à couper les services, il va s'apercevoir que le peuple américain n'est pas si doux que ça, là. On le verra au fil des prochaines semaines. L'autre élément à signaler, c'est que si la rumeur est vraie et que Donald Trump décide de remplacer son ministre de la Défense, son secrétaire à la Défense par Ron DeSantis, là, il crée une véritable campagne électorale entre DeSantis et J.D. Vance. On verra, parce que est-ce que les rumeurs sont vraies, on ne sait pas trop, là. Mais si jamais Ron DeSantis fait partie du gouvernement Trump, là, vous allez voir des guerres internes qui vont commencer à s'articuler. Il faut comprendre que Trump présenté en théorie. Hein, ça veut dire qu'on se prépare déjà aujourd'hui pour l'élection de la prochaine élection de 2028. Là. C'est un départ pour J.D. Vance, Ron DeSantis et tous les autres aspirants à la présidence. Ouais, tu fais bien de le préciser parce qu'évidemment, c'est dans 4 ans, c'est très tôt, mais dans les premiers sondages 2028 qui sont déjà sortis, ça commence. Du côté républicain, Vance est premier, DeSantis est deuxième. Donc, s'ils se retrouvent les deux dans la même administration, ça va être musclé et plein de coups de poignard dans le dos, ça c'est certain. Ça fait partie de l'usage. Mais ce qu'on se rendait compte, on avait partagé ces chiffres il y a quelques émissions de cela avec Thomas, c'est qu'en fait, le départ de Trump, si Trump respecte la Constitution, le départ de Trump laissait un énorme vide, c'est qu'en fait, la plupart le candidat numéro un des républicains pour 2028, c'est je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de vide. La candidature qui recueillait le plus de voix, c'était on ne sait pas qui. Mais on va suivre ça. Justement, en parlant de Musk, c'était une des questions, pas sur Musk directement, mais sur cette volonté de couper tout ce qui était les dépenses publiques. Et donc, c'était une question du sondage. On peut en parler de ça avant de revenir sur les autres en termes de propositions politiques. Et là, on voit que ce n'est pas la position la plus populaire avec l'électorat américain. Hein. Non, exactement. 37% approuvent le fait de... Parce que la question qu'on a posée, c'est, êtes-vous d'accord avec couper dans la fonction publique? Tout le monde dit oui. Mais même si ça a un impact sur la réduction de services, parce que c'est là que ça devient logique comme question. C'est pour ça qu'on a fait un par rapport à l'autre. Et c'est 37% oui, 44% non. Encore une fois, regardez la colonne homme-femme, male and female. Regardez, chez les hommes, 48% en accord. Chez les femmes, 26% en accord. Il y a un écart considérable entre hommes et femmes aux États-Unis. Fait que c'est pas évident. Et là, on est dans le concept général. Mais quand il va commencer à couper des vrais services, que ce soit dans le Medicare, que ce soit dans l'éducation, que ce soit à tout égard, c'est là que ça va commencer à bouger dans la société et qu'il va y avoir des mouvements sociaux. Fait que c'est facile de faire un plan sur papier, là, mais quand il va arriver dans la réalité, là, c'est tout autre chose. C'est difficile de diminuer l'État. Hein? Il y a peu d'endroits dans le monde où on a réussi à diminuer l'ampleur de l'État. On verra. Laissons la chance aux coureurs. Puis le plus comique derrière ça, ce sera Elon Musk et Ramaswamy qui ne s'entendent pas personnellement l'un et l'autre, là, qui ont été mis tous les deux ensemble pour se surveiller mutuellement. Parce que Donald Trump, la manière de gérer, c'est de créer des guerres internes. Comme ça, il est tout seul à la tête, puis il crée pas, dans le fond, de numéro 2. Fait que DeSantis, J.D. Vance ou Elon Musk ou tout ça, ils vont tous s'entretuer d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous ceci, tous ceux qu'ils nomment au cabinet présentement, là, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont dire de Donald Trump dans 1 an, dans 2 ans. Les 44 membres du cabinet de Trump, seulement 4 l'ont réappuyé pour l'élection suivante. Les 40 autres ont soit rien dit ou s'y ont opposé. Fait que vous allez voir la même dynamique qui va se créer actuellement. Ils sont tous heureux, là, puis Trump est Dieu sur terre, là. Mais vous allez voir dans quelques mois, c'est combien vont être encore derrière Trump. Non, tu fais bien de le rappeler. Et cette idée chez Trump qui a très bien compris les mécanismes du pouvoir de se protéger en s'assurant que les gens qui pourraient venir le poignarder, en fait, se poignardent entre eux. Et effectivement, ce duo au niveau de Doge, je ne sais pas si vous avez vu hier, mais il y a eu la publication de commentaires de Vivek
extrêmement anti-Elon Musk, qui lui reprochait son rapprochement avec la Chine, etc., etc. Et aujourd'hui, on les a vus tous les deux tout sourire. Et on sait que les deux se détestent cordialement, mais du coup, ils se surveillent. Et ça fait les affaires de Trump. Le mécanisme que tu viens d'expliquer pour ce sondage, qui est d'abord de poser la question aux gens en manière générale, et puis après leur rappeler l'impact que ça peut avoir sur leur vie, c'est quelque chose qu'on a utilisé sur les tarifs douaniers. Donc ces fameux, on en parlait tout à l'heure, les 25% avec le Canada. Donc c'est une question en 2 temps. Et je crois que ça, c'est nouveau. Et c'est là qu'on va avoir beaucoup de regrets du côté de la campagne de Kamala Harris, parce que je pense que si elle était allée sur ce terrain-là de manière plus claire, ça aurait pu avoir un impact. Donc, on va regarder si Thomas, tu peux nous le mettre. Donc, si tu peux nous expliquer donc cette question-là sur les tarifs douaniers. Donc, on a pris ce que Trump a dit sur le 10%, est-ce qu'il est d'accord à l'imposition de 10%, mais également le 25% qu'il a mentionné au Canada, pour le Canada et le Mexique. Donc, vous voyez, voici la position tarifaire actuellement de Donald Trump. Là-dessus, encore une fois, les Américains sont partagés 38% en accord, 40% en désaccord. Regardez la ligne des Républicains, 72% en accord, fait que vous avez le quart des Républicains qui sont en désaccord. Parce que ce que les gens ne comprennent pas à ce moment-ci, c'est que ça va avoir un impact direct sur eux et sur l'inflation. De façon générale, oui, parce que Donald Trump l'a proposé, les gens se disent bravo, on va faire payer les étrangers. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça, c'est pas ce qui se passe. D'ailleurs, ça, c'est le prochain tableau, William, si tu permets. Le tableau, si je rajoute une mention, oui, êtes-vous d'accord au tarif, même si ça augmente une augmentation pour vous. Et là, forcément, là, on commence à chuter à 31%. Là. 31% sont d'accord et 49% sont d'accord. Et chez les gens qui gagnent moins de 100 000, ça tombe à 24%. Là. Fait que les riches, ils s'en foutent, eux autres, de payer un peu plus ou un peu moins. Mais les gens les plus démunis, eux, non, ça va avoir une conséquence. Là. Fait que tant on peut imposer des tarifs sans qu'on augmente le prix des produits. Non, ce que Trump a dit, c'est que tous les produits qui viennent de l'extérieur vont augmenter de 10%. Fait que si vous achetez un produit quelconque, dites-vous que c'est 10% de plus, là, parce que les importateurs étrangers, ils l'assumeront pas. Ils vont simplement augmenter les prix. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Fait en théorie, ce qui paraît comme une mesure logique était vraiment illogique pour contrer l'inflation. Ouais, moi, de tout le sondage, il y a d'autres questions qui sont extrêmement intéressantes, mais j'ai trouvé ce dynamisme qui est vraiment le plus intéressant. C'est que je me dis, il y a eu une faillite. Est-ce que c'est une faillite uniquement des démocrates? Est-ce que c'est une faillite des médias de vraiment expliquer ce que ça voulait dire, ces tarifs-là? Parce qu'on voit que les Américains sont enthousiastes à cette idée de tariffs, mais que lorsqu'on leur explique que c'est eux qui vont payer, on a vu, je ne sais pas si tu avais vu passer un de mes tweets sur ce sujet, où j'avais partagé les données les fameux trends sur Google, où on voyait qu'après l'élection, les Américains étaient venus se renseigner sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand je vois ces résultats de notre sondage, pour moi, c'est le même choc de me dire, ah ben tiens, ouais, ils sont pour. Mais quand on leur dit, oui, mais ça veut dire que c'est vous qui allez payer, non, alors là, on n'est plus. Et là, je me dis, c'est qui a en anglais, on dirait drop the ball. C'est qui a échoué? Est-ce que c'est les médias qui n'ont pas fait leur boulot, ou est-ce que c'est la campagne de Kamala Harris qui n'a pas été suffisamment précise et qui n'a pas martelé? Tu sais qu'une campagne, c'est pas toi que je vais l'apprendre, ça se joue toujours sur 2 ou 3 thèmes. C'est ce qu'a fait Trump d'ailleurs, qu'on répète. Est-ce que c'est un des thèmes sur lequel Kamala Harris s'est planté d'après toi? C'est parce qu'on fait face à un candidat qui peut dire n'importe quoi. Fait qu'à partir du moment où Kamala Harris a dit vos tarifs vont augmenter l'inflation, Trump il dit non, pas du tout. Hein? Fait que, avec ces affirmations porte-là, les Américains le croient. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on sait que c'est totalement illogique, les Américains le croient. En réalité, c'est quoi la position de Trump? C'est de dire au reste du monde, écoutez-moi, sinon je vais augmenter les tarifs de 10%. Fait qu'actuellement, là, tout le monde sont à l'écoute à travers le monde. L'OTAN, par exemple, pour imposer un tarif, un minimum de 2% de dépenses du pays, 2% de dépenses de l'État dans l'armement. Quand il va venir à négocier des pays qui sont en bas de 2%, il va dire, écoutez, vous augmentez à 2%, sinon j'impose 10% de tarifs. Fait que dans le fond, ce n'est qu'une position de négociation, sauf pour la Chine.
Parce que la Chine, là, c'est plus qu'une négociation. C'est véritablement viscéral. Il l'avait déjà appliqué à la Chine et à mon avis, ça va arriver rapidement. Le premier pays qui va être imposé, c'est tous les produits chinois qui s'en viennent aux États-Unis. Il va y avoir une tarification de 10% pour limiter l'achat de produits chinois. Mis à part la Chine, le reste, à mon avis, c'est une négociation qui va se faire un à un, comme il l'a fait au Canada. Il a commencé avec le Canada en disant, voyez, c'est 25%. C'est une position de négociation. C'est comme ça que Donald Trump. Ça va avoir un impact majeur sur la consommation aux États-Unis parce que si tu commences à taxer de 10% les produits chinois et que cette surcharge va être passée aux consommateurs, aujourd'hui, quels sont les produits qui ne sont pas chinois? Lorsque tu vas à n'importe quel Walmart, c'est combien? C'est 90% des produits vendus qui viennent de Chine. C'est considérable. C'est considérable et ça touche surtout les gens les plus démunis. Parce que les produits chinois, c'est des produits cheap. Les produits cheap sont achetés par les gens qui ont moins d'argent. Et ce sont les gens qui ont voté pour Donald Trump majoritairement. Qui ont voté pour Donald Trump. Et c'est eux autres qui vont être les plus démunis. Regardez la composition du cabinet, William, de Donald Trump. Il y a 9 milliardaires qui est nommé à son cabinet jusqu'à maintenant. Le tiers des gens sont des milliardaires. Pensez-vous que ces gens-là se préoccupent du salaire minimum puis des gens qui sont pauvres? Voyons donc. On va le voir au fur et à mesure. Là. Ils s'entourent de gens riches et ils vont s'en mettre plein les poches. D'ailleurs, dans le sondage, les plus de 100 000 ont toujours une perception plus positive de Trump que les moins de 100 000. Ouais. Même pas. Et au fur et à mesure que ça va avancer au fil des années, vous allez voir que les gens plus démunis ne verront pas la richesse qui va se... Par contre, les gens riches vont s'enrichir. Ouais, vas-y. La différence entre... Parce que ce qu'il a réussi à faire Donald Trump, c'est de démontrer aux Américains ou de vendre aux Américains le fait que les 4 années sous Trump étaient supérieures aux 4 années de M. Biden, économiquement parlant. Ce qui est faux. Mais il a réussi. La seule variable économique où il a été supérieur à Biden, c'est la valeur du portefeuille des actions américaines, le Standard & Poor's, qui a grimpé de 45% sous Trump, alors qu'il avait grimpé de 25% sous Biden. Mis à part ça, la création d'emplois, la gestion globale a été meilleure sous Biden, sauf forcément l'inflation. L'inflation a augmenté de 20% en moyenne, pas en moyenne au final sur Biden, contre 8% sur M. Trump. Mais l'impression que Trump va générer l'économie, c'est une impression qui est fausse, sauf pour les riches. Oui, et justement, on sous-estime, à mon avis, en tout cas, c'est quelque chose dont ici, on n'a pas assez parlé pendant la campagne, comment cette obsession chez les plus riches de se dire « je vais payer moins d'impôts », efface tous les péchés d'un candidat. Hein, ce que tu as dit tout à l'heure sur tout le passé judiciaire de Trump, ses mensonges, sa personnalité, les abus sexuels. Lorsqu'il faut aller voter, on pense d'abord au porte-monnaie et on se dit, bah, tiens, avec Trump, je gagne 400 000 $ par an, mes impôts vont baisser. Donc, à la fin, c'est la seule chose qui... c'est la seule chose qui compte. Il y avait un autre thème de campagne qui est... Vas-y. Deuxième, ça va être nos prochains tableaux sur l'immigration. Parce que sur l'économie, je pense que le constat est clair. Ce que tu viens de dire, moi, je suis 100% d'accord. Mais il y a un deuxième facteur qui a incité le vote pour Donald Trump. Et là, la réponse à la prochaine question, elle est quand même surprenante parce que la question, elle est dure. Exactement. C'est sur son programme de Mass Deportation Now, donc d'expulsion massive. Vas-y, je te laisse commenter. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que Donald Trump procède à la déportation massive de millions d'immigrants qui sont ici, d'immigrants illégaux aux États-Unis? Bon, là-dessus, on n'a pas mis de nombre dans la question parce que les gens s'entendent pas. 11 millions, 12 millions, 18 millions. Bon, théoriquement, le chiffre le plus habituel est de 11 millions de personnes. Vous savez ce que ça veut dire, déporter 11 millions de personnes aux États-Unis? Et le plus ironique derrière ça, là, c'est que chez les non-blancs, le taux d'appui est à 40%. Donc, c'est 49 au global, c'est 40%. Puis ce qu'ils comprennent pas, c'est que bientôt, leur oncle, leur frère, leur voisin, il va recevoir la police chez eux, là, pour dire, regarde, est-ce que tu es illégal ou t'es pas illégal, puis on t'exporte. Quand on dit qu'il va tenir ses promesses, celle-ci, là, j'en suis persuadé, parce que la personne qui l'a nommé en charge, c'est un dur. Ouais. Et ce qu'il a dit, c'est que c'était pour poursuivre les gens à leur travail, à leur maison, à leur loisir, les prendre, les mettre dans un fourgon, puis les sortir des États-Unis, là. Là, ça va être un reality check, là. C'est ça, là, c'est une question, là, qui risque de créer un impact énorme sur la société, mais aussi sur l'économie.
Parce que tous les travailleurs qui soutiennent l'agriculture, qui travaillent au salaire minimum, ce sont des immigrés. Ça, tu déstabilises complètement. L'idée, on la comprend. Sont illégales, ne devraient pas être là. Mais la réalisation et son exécution, là, on est dans un monde alternatif. Et l'économie américaine est complètement dépendante de cette main-d'œuvre qui, non seulement travaille pour peu, mais accepte ces boulots-là, parce que ce sont des boulots que les Américains ne veulent pas faire, et surtout pas à ces tarifs. On l'a vu, il y a la construction. Tu l'as dit, il y a aussi la restauration, il y a tout ce qui est les fruits, les légumes, donc la cueillette de tout ça, le travail dans les abattoirs. C'est vraiment une partie importante de la communauté, de l'économie américaine. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir, depuis l'élection de Trump, certains représentants de grosses entreprises qui ont voté pour Donald Trump, qui ont fait le voyage jusqu'à Mar-a-Lago pour aller demander des exemptions en disant OK, mettez des illégaux dehors, mais pas les nôtres, s'il vous plaît, parce que sinon on va avoir des problèmes. Aujourd'hui, dans le côté horrifique de la chose, et encore une fois, c'est quelque chose qu'on avait annoncé ici parce que ça a été déjà fait dans l'histoire avec le projet Wetback dans les années 50, c'est que du côté de Donald Trump, on s'apprête à expulser ces étrangers, y compris hors de leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'on est en train de négocier avec des pays à l'étranger en disant voilà, on va vous payer pour que vous récupériez ces étrangers on ne va pas les renvoyer forcément chez eux. Donc ça va créer des situations complètement dramatiques avec ces questions en plus de famille, même si dans un premier temps, je suis persuadé que la première chose qu'ils vont faire, et c'était un aspect de la question, ils vont d'abord aller vider les prisons. Il y a une population carcérale importante qui est sans papier. Je pense que c'est là les premières images qu'on va voir. C'est le plus facile pour eux, ces images qu'on va voir dès le 20 sur Fox News. À mon avis, c'est au niveau des prisons. Thomas, tu peux nous mettre le... Je pense qu'on avait... William, vas-y. Là-dessus, c'est important parce que ils vont avoir quelques succès. La personne dit le jour 1, c'est le début des déportations. Quand tu parles du 20 janvier, ça va commencer le 20 janvier, là. Quand on mesure 11 millions de personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire un Américain sur 33, William. Et si on regarde les non-blancs, ça serait une personne sur 12 qui serait déportée. Vous avez 12 personnes, là, des communautés dans un village, il y en a 1 sur 12 qui serait déporté. Bon, ça n'arrivera pas jusque-là. La menace va être plus forte que la réalité. Mais quand même, il y a quand même une insécurité actuellement. Il y a combien de personnes qui vivent actuellement dans le stress, là, en disant oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Hein? Je comprends qu'ils sont illégaux, je comprends qu'il faut mieux contrôler l'entrée, mais cette promesse-là, c'est une promesse disons qu'elle est loin de la charité chrétienne, pour prendre une expression nord-américaine. Non, c'est certain, et puis c'est la porte ouverte. On l'a vu, on parlait tout à l'heure de Tom Homan et de Stephen Miller, qui est l'architecte de tout ça et du projet 2025, où il y a même cette idée de revenir sur le fameux droit du sol aux États-Unis, le fait que si tu nais sur le territoire américain, tu obtiens la nationalité américaine. Ils veulent revenir sur ce droit-là au-delà de dire si c'est votre cas, est-ce que vous avez vraiment la citoyenneté américaine? Donc c'est quelque chose qui peut prendre une ampleur considérable, que évidemment on va tenter de suivre et de documenter ici. On vient de parler de Stephen Miller et de Tom Homan, donc forcément ça amène à la question qui m'a fait le plus sourire sur cette fameuse administration, même si c'est des sujets extrêmement graves, sur ce fameux cabinet Trump, l'administration Trump, où on est allé demander la perception, voilà, je sais, on a le même sens de l'humour, la perception des Américains. Je me suis amusé avec cette question-là. J'ai essayé d'être un peu plus large parce que j'essaie de prendre des expressions. Le cabinet Trump, est-ce que vous estimez que c'est un dream team, donc une équipe de rêve, ou je sais que c'est une bonne équipe,
vous êtes concerné, bon, le choix tel quel vous crée quelques inquiétudes, ou c'est un groupe de clowns. C'est l'expression qui est utilisée aux États-Unis. Bon, c'est une question un peu plus large, là, mais je me suis permis. Mais regardez, group of clowns. 45% des Américains disent que c'est un groupe de clowns. Vous voyez, ça, c'est assez spectaculaire, là. Et à l'inverse, Dream Team, c'est 16%. Parce que Trump, au-delà de ce qu'il dit, là, il réunit des gens d'abord qui sont loyaux pour lui, et la majorité ne sont pas compétents pour faire cette job-là. La majorité, une bonne proportion, ne sont pas compétents du tout, mais il y en a certains quand même qui ont des compétences, mais pas dans les domaines où on leur demande. La personne qui est procureur général, la personne qui est ministre de la Défense ou secrétaire de la Défense, tout ça, c'est de la folie, là, le type de cabinet. Ce qui n'empêche pas que son équipe économique, par contre, est une équipe qui est beaucoup plus solide. Ces milliardaires-là qui ont réussi dans le privé ont une certaine intelligence d'affaires. Mais gérer l'État, puis gérer une entreprise, c'est tout autre. Hein? Vous l'avez vu en France avec les Bernard Tapie de ce monde ou même au Canada avec les gens d'affaires. Les gens d'affaires en politique, ça n'a jamais eu beaucoup de succès. Là. Non. Lui, il en a 9 milliardaires autour de lui, en plus d'Elon Musk qui est autour. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donnera comme résultat. Mais il avait déjà essayé la même chose en 2016, hein, de faire venir justement des Pete Navarro, etc., des gens qui avaient ce côté milliardaire. On a réussi en affaires et on s'est rendu compte que gérer un gouvernement, c'est beaucoup plus compliqué finalement que d'être le CEO d'une société classée dans le top 500 de Forbes. Mais pour revenir à cette question-là, c'est d'après moi tout le paradoxe de l'Amérique, c'est que d'un côté, on a un optimisme, on nous dit voilà, on est extrêmement heureux de la victoire de Donald Trump. On va voir qu'on a posé la question sur la perception, sur l'impact financier, par exemple. Donc, les Américains sont presque persuadés, il y en a une partie en tout cas, qu'ils vont devenir plus riches sous Donald Trump. Mais en même temps, il y a ce chiffre énorme qui dit oui, mais il s'entoure de clowns. Comment on peut être positif sur la vision des États-Unis en constatant que le gouvernement va être une équipe de clowns? Est-ce que ça veut dire aussi qu'on considère que finalement, aux États-Unis, le seul pouvoir qui compte, c'est le pouvoir présidentiel? Exactement. Je pense que tu viens de résumer le sondage. Le seul pouvoir qui compte, celui qui a vraiment le contrôle, c'est Donald Trump. Il n'a pas de garde-fou autour de lui parce qu'il a la majorité au Sénat, 53 sièges contre 47. Il a une faible majorité à la Chambre des représentants. C'est le seul endroit où il peut être stoppé. Et la Chambre des représentants aux États-Unis, c'est elle qui a le plus d'impact sur la vie quotidienne des gens. Parce que c'est là que les budgets sont votés. Alors que le Sénat, c'est une considération, c'est des votes un peu plus généraux sur tout ce qui se passe à l'externe, la politique étrangère et autres. Mais c'est le seul endroit qui a un garde-fou. Il a quand même 2 ans devant lui, parce que dans 2 ans, à mon avis, les démocrates, l'élection est beaucoup plus favorable aux démocrates, tant au Sénat qu'à la Chambre des représentants. Donc, il y a probablement un équilibre qui va se faire dans 2 ans. Donc, il a 2 ans où il a les mains libres pour transformer totalement l'Amérique. Et là, on verra, parce que M. Trump, c'est pas quelqu'un qui prend ses responsabilités. Quand ça va bien, c'est lui. Quand ça va mal, c'est son équipe. Fait qu'à tout égard, que ce soit sur les tarifs, que ce soit sur la déportation ou le sol, il va réussir à s'en sortir au complet. Mais dans quel état sera l'Amérique dans 2 ans? Ça, c'est une autre histoire. Ouais, ça, c'est notre histoire. Il me semble qu'il y avait une dernière question. Et justement, c'était intéressant parce que on a suivi ici toutes les affaires de Donald Trump, et il y en avait vraiment beaucoup, du 6 janvier au document secret de Mar-a-Lago, les affaires sur les fraudes de la Trump Org, etc. Et donc, c'est pareil que tout à l'heure au niveau des tarifs, où on a eu le sentiment qu'une partie des Américains s'est réveillée après l'élection, d'être allés sur Google, aller faire leurs recherches après, lorsqu'on ne peut plus voter. On a le sentiment que ça a été pareil, qu'une partie des Américains d'un coup a réalisé ce que nous on a toujours dit, et d'ailleurs on l'a dit ensemble, que pour Trump, cette élection c'était la présidence ou la prison.
que l'élection de Trump aurait un impact sur tout ce qui est légal. Et donc, le fait de savoir si, on leur a demandé s'ils étaient heureux ou choqués, c'est ça, de savoir que Donald Trump allait échapper à la justice. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tout ça? Oui, il y a 46% pour qui sont contents, 54%. Le graphique donne une impression que l'écart est considérable. Oui, Là, mais mais c'est mon passage de Pages, de PC sur Mac, c'est comme ça. exact. Mais regardez quand même pas chez les républicains et démocrates. Là. Chez les républicains, 88% sont contents, mais il y a quand même 12% qui sont choqués, qui auraient aimé, dans le fond, ce 12%-là que c'est anti-Trump. Aujourd'hui, le mouvement anti-Trump qu'on a vu tout le long du sondage est autour de 12%. Il contrôle totalement son parti. Et même du côté démocrate, il y a des gens qui sont contents. C'est assez particulier. 17% disent qu'ils sont contents que les charges soient tombées. Et ça, c'est incroyable. William, au fil des 2 dernières années, à chaque fois qu'il y a eu un procès, moi, comme sondage, je dis c'est terminé. Voyons, c'est terminé. Il est accusé de fraude, c'est terminé. Cet homme-là est quelqu'un qui va faire de la prison. Il y a 440 millions c'est terminé. À chaque fois, on dit c'est terminé. Cet homme-là a 7 vies. Il a réussi à passer à travers toutes les mailles parce qu'il y a une justice différente pour les gens pauvres que pour les gens riches aux États-Unis. Quand tu as les bons avocats, quand tu as l'argent pour toi, puis il a réussi à remettre à plus tard et d'ici là à se faire élire, cet homme-là a survécu à l'impensable. C'est ce qu'il a réussi jusqu'à maintenant. Avec cette question-là, au départ, même aujourd'hui, il y a une majorité des Américains qui sont en désaccord, mais je vous le dis, dans quelques semaines, dans quelques mois, là, la majorité vont dire on passe à autre chose. Là. Ouais, globalement, le sentiment aux États-Unis, c'est s'il faut que Trump réussisse. C'est un sentiment très nord-américain. Il a dit, regarde, on oublie le passé, on part à zéro, puis il faut qu'il réussisse. Parce que s'il réussit, notre vie personnelle va être réussie. Et c'est ça aujourd'hui le sentiment global de la population américaine. Cette lune de miel-là, ou cet état de grâce-là, va durer au moins jusqu'au 20 janvier, jusqu'à temps que les premiers tarifs vont augmenter, jusqu'à temps que les premiers immigrants vont être séparés de leurs enfants, ou qu'il y aura des conséquences véritables. Là, on va s'apercevoir c'est quoi la réalité du gouvernement Trump 2.0. Oh, bah, parfait, parfait. Non, je suis d'accord avec tout ça. En tout cas, je trouve que ça a été une étape formidable, ce sondage commun, parce que ce qu'on a essayé de faire, j'ai vu les réactions dans le chat, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver des questions ou des questions en 2 temps que l'on ne voit pas, ailleurs. Pour essayer d'apporter un éclairage nouveau. Donc merci Jean-Marc de l'opportunité. Moi j'ai bien envie qu'on continue comme ça, hein, si tu as la générosité de nous offrir la possibilité de temps en temps de faire un sondage. Comme je te l'ai dit l'autre jour, je pense qu'il faudrait que j'aimerais bien avoir la perception des Américains sur l'omniprésence d'Elon Musk, par exemple, qui a été élu à rien. Il n'était même pas candidat quelque part, qui est aujourd'hui dans la position de dire attention le Sénat, hein, si vous ne votez pas pour notre cabinet de clowns, je vais dans les élections dans 2 ans, je vais mettre mon argent pour vous empêcher de gagner. C'est complètement fou comme situation. Exactement. Puis Elon Musk va être au cœur de la campagne électorale. Aujourd'hui, ce sont 2 hommes qui ont une bromance, qu'on appelle, là, qui sont très proches l'un de l'autre, mais tôt ou tard, Elon Musk va créer de l'ombrage à Donald Trump. Fait que ça, c'est probablement le prochain chapitre, William. Ouais, et en fait, souvent on me demande, on me demande si je pense combien de temps va durer cette fameuse bromance. Je dis, c'est impossible de le savoir parce qu'on ne sait pas ce qui les unit. Pourquoi ces 2 personnages travaillent ensemble, se sont trouvés ensemble. Et tant qu'on ne connaîtra pas la raison de cette union, c'est très difficile de savoir si c'est une union qui va durer longtemps. En tout cas, vraiment, merci Jean-Marc de l'opportunité et puis d'être venu nous expliquer tout ça en détail. Moi, je trouve que c'était formidable. Et puis, j'ai vu passer tous les commentaires. Vas-y, je te laisse la parole. Une dernière chose que j'ai dit, et je les ai mentionnés à tes auditeurs avant la campagne une fois, mais je vais le répéter. Le génie de Donald Trump, c'est d'avoir été chercher le vote des pauvres et l'argent des riches
en leur promettant de les protéger l'un contre l'autre. Il a réussi cet exploit-là durant la campagne électorale, mais cet équilibre-là ne durera pas longtemps. Et c'est pour ça que le titre de la chute est juste remis de quelques années. Ouais, non, on est d'accord. Et puis, de toute façon, quand on avait lancé le podcast le 20 décembre 2020, je disais que c'était soit la chute de Donald Trump, soit c'était la chute de la démocratie américaine. Et on est malheureusement en plein dans ça. Mais ce que tu viens de dire, c'est tellement juste, hein. On échangeait, toi et moi, pour préparer l'émission, et je te disais que le coup de génie de Trump, c'est comme un magicien, hein, qui fait quelque chose d'un côté, mais qui fait une diversion avec l'autre main. Le coup de génie, ça a été de faire croire que lui et son gang de clowns, là, sa gang de clowns, c'était des gens qui étaient populistes pour l'intérêt du peuple, alors que ce sont des milliardaires, et qu'on a le sentiment, lorsque Musk dit, voilà, vous allez souffrir, c'est pas les milliardaires qui vont souffrir, hein, c'est le peuple américain lorsqu'ils vont découvrir, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, qu'une partie des produits, des services déjà qui ne sont pas nombreux, Medicaid, Medicare, etc., sont coupés. Le réveil risque d'être difficile. Exactement. Il y a 4 ans, on a 4 ans de Donald Trump. On pensait qu'on terminerait l'époque, que c'était la fin du show Donald Trump, mais on continue pendant 4 ans de temps. Fait que ceux qui sont heureux aujourd'hui, c'est les médias et les sondeurs, parce qu'on aura beaucoup à faire et beaucoup à dire au cours des 4 prochaines années. Bah alors justement, on va se retrouver très vite pour un nouveau sondage, et puis on va parler de comment faire une émission sur les élections au Canada. Je trouve que ça serait formidable, ok? Avec plaisir. Au plaisir, William. Au plaisir, les auditeurs. À très vite. Bye bye, Jean-Marc. Merci beaucoup. Au revoir.